Proposition d'un nouveau système de chiffrage de l'analyse harmonique par Philippe Ganchula. Introduction. Dans mon exposé, je vais évidemment vous parler de chiffrage, mais ceci implique de vous parler avant tout de théorie de l'analyse harmonique, car la théorie constitue le socle de l'analyse. Le chiffrage n'en est que l'application concrète, la sténographie. Je rappelle qu'une théorie est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées concernant un sujet donné. À propos de chiffrage, Jean-Pierre Bartoli, dans un article paru en 1993 dans la revue Analyse musicale, note que notre pratique traditionnelle du chiffrage n'est pas tant fondée sur une pensée moderne et cohérente du langage tonal que sur un empilement de pratiques empiriques. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec cette assertion. En effet, notre chiffrage courant actuel français ne découle pas d'une théorie cohérente et par ailleurs est obsolète car il ne prend pas en compte les avancées récentes de l'analyse. Ce chiffrage repose en particulier sur deux piliers, tout d'abord le chiffrage morphologique des accords et ensuite le chiffrage des degrés en chiffres romains. Or nous verrons que ces deux chiffrages sont problématiques, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils ne reposent pas sur une théorie cohérente. De mon côté, j'ai travaillé à élaborer ces 20 dernières années une théorie harmonique personnelle. Cette théorie débouchant sur un système de chiffrage nouveau. Ce faisant, mon but était double. Être plus efficace dans l'analyse des répertoires de la tonalité courante et pouvoir analyser des répertoires post-romantiques et modernes relevant de la tonalité au sens large, ce qui est pratiquement impossible avec le chiffrage traditionnel. Je vais tout d'abord vous parler du chiffrage morphologique. Le chiffrage traditionnellement enseigné aux élèves en France présente plusieurs graves défauts. Tout d'abord, il est obsolète, ce qui n'est pas étonnant, car il a été forgé durant le XVIIIe siècle et formalisé dans son état actuel en 1802. Ensuite, c'est un chiffrage issu de la pratique de la basse continue baroque. Il n'avait donc aucun but analytique au départ, mais seulement un but de réalisation au clavier. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit analytiquement déficient, en particulier en ne permettant pas l'identification immédiate des accords. Ici, par exemple, nous avons 4 accords différents, chiffrés cependant de la même manière, à savoir 6. C'est en fait au lecteur de déduire la nature de l'accord. C'est par ailleurs un chiffrage compliqué. Parfois, on a plusieurs chiffrages différents pour un même accord suivant le contexte. Par exemple, ici, ce premier renversement d'accord de quinte diminuée va tantôt se chiffrer 6 quand il n'est pas une dominante, tantôt plus 6,3 quand il est considéré comme une septième de dominante sans fondamentale. De même, ce premier renversement d'accord de septième se chiffre 6,5 quand il n'est pas dominante, mais quand il devient une neuvième de dominante majeure sans fondamentale, il est chiffré 5 plus 6. Cependant, le plus gros défaut de ce chiffrage est d'induire d'innombrables contresens analytiques. Ceci en postulant qu'une morphologie d'accords de dominante implique immanquablement une fonction de dominante. Or ceci est faux, comme nous allons le voir dans l'exemple suivant. Dans cette fantaisie de Bach, nous trouvons à plusieurs reprises un quatrième degré sous forme de septième de dominante. Ceci s'effectue en mode mineur et provient du fait que ces accords de quatrième degré sont bâtis sur la gamme mélodique ascendante. Ceci est donc une contradiction très commune du principe français suivant lequel
Un accord par exemple ici de +4 serait forcément une dominante. De mon côté, j'ai donc élaboré un chiffrage morphologique dont voici les objectifs. Tout d'abord, se mettre en cohérence avec le chiffrage des degrés, en chiffrant non plus à partir des basses, mais à partir des fondamentales. Et ensuite, permettre l'identification immédiate de chaque accord et de son état. Ensuite, éliminer toute indication fonctionnelle de ce chiffrage afin de ne pas induire de contresens analytique. Et enfin, pouvoir chiffrer des accords complexes de 9e, 11e et 13e, ce qui est pratiquement impossible à réaliser avec le chiffrage traditionnel, surtout si ces accords sont renversés. Voici tout d'abord le chiffrage de 12 accords courants, ceci au moyen de quelques symboles très simples. Grand M signifie majeur, petit m mineur, moins diminué, plus augmenté. Nous avons tout d'abord les 4 triades courantes, chiffrées grand M, petit m, moins 5, plus 5, puis 6 accords de septième, la septième de dominante chiffrée tout simplement 7, la septième diminuée moins 7, la septième demi-diminuée moins 5, 7, les septièmes majeurs et mineurs grand M7 et petit m7, la quinte augmentée septième majeure plus 5, 7, et enfin nous avons les deux neuvièmes de dominante, la neuvième de dominante majeure chiffrée tout simplement 9, et la neuvième de dominante mineure chiffrée avec un chiffrage spécial bémol 9. Les renversements se notent en indices du chiffrage de base. Indice 1 pour premier renversement, 2 pour deuxième renversement, etc. Ainsi, le chiffrage de l'accord reste du même type quel que soit son état. L'accord est donc immédiatement identifiable. Et les renversements n'impliquent aucun chiffrage nouveau à apprendre. J'utilise aussi deux types d'abréviations. Le premier type d'abréviation est un slash d'altération d'un accord de base. Donc, à gauche, vous avez par exemple, à la première mesure, 7 qui veut dire septième de dominante, le slash est moins 5 qui signifie donc septième de dominante avec quinte diminuée. Et puis à la deuxième mesure, septième de dominante avec quinte augmentée. Autre type de signe conventionnel, une barre verticale d'ajout-suppression de notes. À sa gauche, on note l'accord de base, ici par exemple une triade majeure. À sa droite, ici, la sixte ajoutée, de toute évidence majeure. Mesure 3, notation d'une suppression de notes. À gauche, une triade majeure. À droite, la quinte qui est barrée, qui veut dire que cette quinte est supprimée. En ce qui concerne les sixtes augmentées classiques, sixte italienne, sixte allemande et sixte française, je me contente de reprendre les chiffrages spécifiques anglo-saxons. En tous les cas, pour ce qui concerne les situations classiques habituelles. La discussion de situations subtiles ou complexes par rapport aux accords de sixte augmenté dépasse le cadre de cet exposé et nécessiterait un exposé spécifique. Ici, nous avons le défilement en si bémol majeur d'un cycle complet avec un premier degré durant 2 mesures, puis un quatrième degré durant 1 mesure, puis une dominante sous 2 formes durant 1 mesure, et enfin la tonique finale sous forme de 6e degré dans une cadence rompue. À la première mesure,
nous avons une septième diminuée qui n'est qu'en fait qu'un accord de broderie, que je note donc -7. À la deuxième mesure, on remarque au quatrième temps une septième de dominante avec quinte haussée en premier renversement. À la troisième mesure, nous avons quelque chose de très particulier, un quatrième degré avec en fait une sixte ajoutée, il faut lire ce ré bémol en réalité do dièse. Donc j'ai bien noté grand M avec barre d'ajout suppression plus 6. Il est intéressant de voir ce que donnerait un chiffrage traditionnel français dans ces cas. À la première mesure, il semblerait impliquer un emprunt en ré mineur qui n'existe absolument pas. À la troisième mesure, il semblerait impliquer par un chiffrage 7+, le ton de la bémol majeur, ce qui n'aurait aucun sens, ou éventuellement, si on prend en compte le do dièse, une sixte allemande en sol mineur. Nous voyons maintenant la fin de la phrase où nous retrouvons ce fameux accord très particulier de quatrième degré avec sixte augmenté ajouté. Toutefois, cette fois-ci, un mi bécard succède au mi bémol, nous avons un quatrième degré haussé et nous trouvons une forme beaucoup plus courante de ce type de prédominante. Cet exemple montre la quasi-impossibilité de chiffrer des accords complexes avec le chiffrage traditionnel. Nous avons en effet ici une neuvième de dominante mineure avec quinte haussée en premier renversement. À la première mesure, le chiffrage traditionnel doit s'écrire sur 4 lignes superposées et, à vrai dire, il n'évoque pas grand-chose à la simple lecture. Mon chiffrage donne bien immédiatement la nature de l'accord, qui est une neuvième de dominante mineure, et puis avec le slash d'altération qui signale la quinte haussée, et donc l'indice avec son premier renversement. Donc je pense que mon chiffrage peut tout à fait noter des accords complexes, y compris renversés. En conclusion sur mon chiffrage morphologique, c'est un chiffrage assez proche des chiffrages employés en jazz. Il est très simple d'emploi avec un nombre limité d'abréviations. Il n'implique pas de nouveaux chiffrages lors des renversements. Il ne comporte pas d'indication fonctionnelle, il évite donc tous les contresens analytiques. Enfin, il donne la possibilité de chiffrer des accords complexes, y compris renversés. Nous allons maintenant parler du chiffrage des degrés. Le chiffrage traditionnel des degrés est très problématique, et tout d'abord parce qu'on ignore ce qu'il prétend signifier exactement. Est-ce simplement des positions de degrés, comme l'écrivent certains auteurs, ou bien est-ce des fonctions tonales, comme les fonctions toniques ou dominantes? Ou bien encore, est-ce tantôt des positions et tantôt des fonctions tonales? Ce qui est relié à ce problème, c'est qu'en fait, le but de ce chiffrage n'est pas clairement défini. Nous allons voir ceci à travers un exemple pris dans un traité de Schoenberg. Dans cet exemple, l'analyse harmonique consiste en la notation des degrés en chiffres romains. En particulier, on voit en la mineur la succession 4, 2, 3, 4, 5, 6. Or, pour ma part, je ne vois vraiment pas ce que je peux tirer de cette lecture quant à la compréhension harmonique de ce passage, sinon la fin, à savoir une cadence rompue déterminée par le 5-6. Pour résoudre cette problématique, dans ma théorie, je suis amené à énoncer un postulat selon lequel un accord ne peut tenir que 3 grands types de fonctions. Premièrement, il appartient à un cycle fonctionnel tonal, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une structure
qui établit la tonalité ou la confirme. Deuxièmement, il appartient à un processus logique, tel par exemple qu'une marche d'harmonie ou une suite d'accords parallèles. Troisièmement, il ne joue qu'un rôle accessoire d'accords de passage ou d'ornementation. Évidemment, ce postulat peut être discuté, mais j'ai constaté qu'il fonctionne très bien dans beaucoup de répertoires, tels le répertoire baroque, classique, romantique, voire post-romantique, et voire aussi certains répertoires modernes. Donc il a quand même une aire d'application très large, même s'il comporte évidemment sans doute un certain nombre d'exceptions. En tous les cas, du postulat que nous venons d'énoncer, il résulte qu'un des objectifs majeurs de l'analyse harmonique est bien la mise en évidence des trois types de structures qui ont été énoncés. Nous allons tout d'abord parler des structures tonales ou cycles fonctionnels. Les cycles fonctionnels sont en effet les structures mélodico-harmoniques qui engendrent l'orientation tonale. Les plus courantes de ces structures ne sont que de quelques types différents. Les deux types de cycles fonctionnels les plus courants sont tout d'abord ce que j'appelle le cycle parfait, de forme tonique dominante tonique, dont le modèle en degrés est 1, 5, 1. Puis ce que j'appelle le cycle complet, de forme tonique prédominante, dominante tonique, TPDT, dont le modèle est 1, 4 plus 2, c'est-à-dire un accord qui cumule le quatrième et le second degré, cinquième degré et premier degré. Cet accord de prédominante qui cumule 2 degrés, je lui donne un chiffrage spécial avec un chiffre romain qui n'existe pas, car on le rencontre extrêmement fréquemment. On notera que ces cycles fonctionnels peuvent faire l'objet d'un certain nombre de variations. Par exemple, il est possible d'élider la tonique initiale et ou finale, ce qui fait que 1, 5, 5, 1, voire 5 tout seul peuvent être considérés comme relevant de cycles parfaits. On peut aussi s'écarter des modèles que j'ai donnés précédemment en ce qui concerne les cycles fonctionnels, ceci en utilisant ce qu'on appelle les degrés de substitution. Par exemple, le degré 6 est fréquemment utilisé comme substitut du 1 après le degré 5, dans une cadence rompue ou dans un enchaînement rompu. Ceci tient au fait qu'une triade de sixième degré a bien deux notes communes avec une triade de premier degré. La succession 1, 5, 6 sera donc considérée comme un cycle parfait. Il existe de nombreux autres exemples de ces degrés de substitution. Ceci constitue un des volets les plus complexes de la théorie des fonctions. Il peut être très utile de noter les débuts et fins de cycle fonctionnels par des encoches, en particulier dans un but pédagogique. Nous allons voir des exemples de cette notation dans l'exemple de Robert Schumann qui suit.
Cet extrait est constitué d'une succession ininterrompue de cycles complets. Par exemple, 1, 2, 4, 5, 1, ce 1 final faisant aussi fonction de 1 initial du cycle suivant, 1, 4 précédé de sa dominante secondaire, 2, 4, 4 et 2, 4 formant la prédominante, 5 formant demi-cadence, et ensuite le 1 qui suit, etc. Le cycle le plus complexe se trouve au second système en mi majeur, noté 5e degré, sous forme de 1, deuxième degré altéré en 7e de dominante, 5e degré sous forme de 9e de dominante, et arrivé sur un 6e degré formant cadence rompue. Ce 6e degré étant lui-même précédé de sa dominante secondaire. On remarque que tous les accords sont bien notés en caractères gras, ce qui signifie qu'ils possèdent une fonction tonale. Voici ce que serait un chiffrage international courant du deuxième système de cet exemple. À ce moment, les dominantes secondaires sont bien notées, mais sur la même ligne que les autres accords, et il n'y a aucune indication de cycle fonctionnel, ce qui fait qu'il devient absolument invisible que le passage se compose de deux cycles fonctionnels parfaits, d'autant plus que le 6e degré joue le rôle de tonique, ce qui n'est absolument pas spécifié dans ce chiffrage. J'insiste sur le fait que pour mettre en évidence la hiérarchisation de l'harmonie, il faut chiffrer sur des lignes superposées. C'est une condition souvent indispensable à la lisibilité des cycles fonctionnels. Dans ce menuet numéro 2 de la première partita pour clavecin de Jean-Sébastien Bach, nous avons une carrure qui se répète 4 fois en tenant compte des reprises. C'est une musique apparemment assez simple, cependant, elle nécessite un chiffrage sur 3 lignes superposées pour être correctement analysée. Au niveau profond, la carrure se compose de 3 mesures sur premier degré, puis d'une mesure sur le 5e degré en demi-cadence. À un niveau moyen, nous avons un cycle complet de forme 1-4-5-1. Et enfin, au niveau le plus superficiel, un cycle parfait d'une dominante secondaire du 4e degré. Je voudrais maintenant aborder la question des notes sensibles. Je définis une sensible principale comme une note qui subit l'attraction mélodique d'un des 2 degrés essentiels du ton, à savoir le premier et le 5e degré. Si on prend en compte cette définition, il n'y a pas une sensible, mais bien 4 sensibles, 2 autour de la tonique et 2 autour de la dominante. En Do, il s'agit de si bécard et ré bémol d'une part, fa dièse et la bémol d'autre part. Je numérote ces sensibles de 1 à 4, sensibles numéro 1 et 2 autour de la tonique, 3 et 4 autour de la dominante. On peut aussi leur donner des noms ionienne, phrygienne, lydienne et éolienne. Les 4 sensibles principales jouent un rôle très important dans le langage musical car ce sont des notes vraiment motrices du ton. On les rencontre dans un certain nombre d'accords importants, souvent altérés, comme la sixte napolitaine, les sixtes augmentés ou ce qu'on appelle la dominante de dominante. Je note les sensibles par leur numéro que j'écris à droite de la notation en degrés. Il s'agit
soit d'une notation en indice, ici vous voyez le degré numéro 2 pourvu de la sensible 3, soit d'une notation en caractère normal quand cette sensible est située à la basse. Ici, on a un deuxième degré avec la sensible 3 à la basse. Ici, un quatrième degré avec la sensible 4 à la basse, etc. On remarque que plusieurs accords importants comportent en fait une voire deux sensibles. Je peux dire par exemple que le 2-4 avec sensible 2 et 4 n'est rien d'autre que l'accord napolitain. Par parenthèse, on ne note pas la sensible 1 du cinquième degré, qui est normalement toujours présente, sauf s'il y a plusieurs sensibles dans l'accord du cinquième degré. Par exemple ici, un cinquième degré avec basse de sensible 1 et puis sensible 4. Dans ce passage remarquable, nous avons un cycle complet de forme 1, puis deux formes de 2-4 en prédominante, puis deux formes de dominante, puis le premier degré. Et donc dans ce cycle complet, on remarque qu'il y a la présence des quatre sensibles. Tout d'abord les sensibles 2 et 4 avec la sixte napolitaine, ensuite la sensible 3 par une prédominante lydienne, et évidemment la sensible 1 dans la dominante. Je vais maintenant brièvement évoquer l'utilisation des lettres fonctionnelles. Tout d'abord en rappelant le rôle éminent du théoricien Hugo Riemann, qui est l'inventeur de la théorie des fonctions tonales. Les lettres fonctionnelles vont être utilisées quand il y a présence de degrés de substitution. Elles seront utilisées en complément de la notation des degrés. Ce sont des lettres telles que T, D, S. Par exemple, dans une progression aux cadences rompues, au lieu d'écrire simplement 5 vers 6, le 6 sera affublé d'un petit t qui signifie sa fonction tonique. 6 n'est plus alors que la notation de la position du degré. La fonction tonale est exprimée par la lettre petit t. 6 est écrit en caractères normaux, cependant que petit t, qui exprime cette fonction tonale, est écrit en caractères gras. Dans ce magnifique passage, le cadre général est celui de la tonalité de do dièse mineur. On trouve en particulier un grand troisième degré qui fait l'objet d'une tonicisation, puis un cinquième degré mineur, sans sensible donc, qui fait aussi l'objet d'une tonicisation, qui revient ensuite vers le premier degré. Si l'on regarde plus en détail la tonicisation du troisième degré, il s'agit d'une succession de cycles parfaits où la dominante est représentée par le troisième degré. En mi majeur, ceci donne sol dièse si ré dièse renversé en si ré dièse sol dièse. De même, en sol dièse mineur, la dominante est ici représentée par un troisième degré de type si ré dièse fa double dièse en premier renversement. On pourrait voir ces accords de troisième degré comme des cinquièmes degrés avec une note de substitution. Cela serait possible aussi. Après les cycles fonctionnels, je voudrais maintenant vous parler du deuxième type de structure extrêmement important dans le discours musical, à savoir les processus logiques. Il y a 2 principes qui régissent ces processus logiques.
Il s'agit tout d'abord du principe de directionnalité, c'est-à-dire de lignes musicales qui permettent de prévoir une direction, donc un futur. Le deuxième principe est celui de la répétition de tel ou tel fragment mélodique et ou harmonique. Ces deux principes, d'ailleurs, coexistent souvent. Voici une liste de ces processus logiques. Il y a tout d'abord les lignes harmoniques, c'est-à-dire des successions d'accords qui progressent par un même intervalle. Il s'agit en particulier des lignes de quinte descendantes, extrêmement fréquentes. Il y a aussi les marches d'harmonie, qui reposent sur un principe de répétition d'un fragment musical et aussi de direction, puisque ces répétitions se font suivant un intervalle donné. Il y a ensuite les transpositions, les accords parallèles, qui sont en fait la succession d'un accord du même type qui se déplace dans l'espace musical. Et on peut citer aussi les lignes mélodiques conjointes, surtout à la basse, qu'elles soient montantes, descendantes, diatoniques ou chromatiques. Voici des exemples de notation de ces processus logiques. Tout d'abord, la notation d'une ligne de quinte descendante des fondamentales, avec par des encoches le début et la fin du processus. La flèche oblique avec 5 qui signifie la descente par quinte, et puis des tirets tout au long du processus. Vous avez ensuite l'exemple d'une marche d'harmonie par degré montant, SEQ, abréviation de séquence, le schéma de base et ensuite les différentes occurrences notées, deuxième occurrence, troisième occurrence, etc. Par ailleurs, je signale qu'un accord peut cumuler appartenance à un cycle fonctionnel et appartenance à un processus logique. La notation des degrés sans fonction tonale sera clairement différenciée de celle qui comporte une fonction tonale. Les degrés sans fonction tonale seront notés en caractères normaux et entre parenthèses. Dans cet exemple, en sol majeur, nous observons le cumul de deux processus logiques. Tout d'abord, une grande ligne de quinte descendante qui part du premier degré pour y revenir par 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Dans ces successions, seuls les 1 et 4 initiaux et 5 et 1 finaux ont une fonction tonale et sont notés en gras. Les autres degrés n'ont pas de fonction tonale et sont notés en caractères normaux et entre parenthèses. Par ailleurs, nous observons une marche d'harmonie ou séquence par degré descendant. 1, 4, puis 7, 3, etc., etc. Ce passage est construit d'une manière très particulière. Il cumule deux processus logiques. Tout d'abord, une ligne par tierces montantes, Ré, Fa, La, Do, Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré, Fa, La. Durant cette ligne, les accords sont soit des triades majeures, soit des triades mineures. Elles se succèdent toujours par proximité maximale en ayant deux notes communes sur trois. Par ailleurs, nous avons une marche harmonique par degré descendant qui comporte trois occurrences complètes,
ainsi que le début d'une quatrième occurrence. Je n'ai pas fait figurer de degrés durant la ligne par tierce montante, ceci me paraissait assez vain et artificiel, car on perd complètement de vue en fait l'aspect tonal. Ce qui compte ici, c'est uniquement les processus. Et ce d'autant plus d'ailleurs que l'on module de Ré mineur vers Fa majeur. Je vais maintenant brièvement vous parler des accords de passage et d'ornementation. Dans cet exemple, la tonalité de Ré majeur est très claire avec un grand cycle parfait 1, 5, 1. Cependant, entre le 1 et le 5, on observe un long accord de passage chromatique qui a une sonorité de quinte demi-diminuée. Je reprends maintenant l'exemple de Schoenberg dont j'avais parlé tout à l'heure. Et j'en donne ma propre analyse. On peut considérer que l'on commence en Do majeur, puis que l'on module en La mineur. En La mineur, en fait, pour moi, il s'agit d'un cycle complet, avec en prédominante 4 puis 2, en dominante 3 puis 5, en tonique le 6e degré, qui forme donc une cadence rompue avec le 5e degré. Et donc, je considère cet accord-ci, Ré, Fa dièse, La, Do, comme un 4e degré de broderie à l'intérieur d'une dominante. C'est d'ailleurs un accord de broderie relatif, puisque on pourrait considérer que c'est vraiment une sous-dominante ou une prédominante qui mène à une autre échelle, à la dominante principale. Dans cet exemple, nous sommes clairement en La majeur sur une grande pédale de dominante, un grand 5e degré, qui va mener au 1er degré sur une cadence parfaite. Cependant, nous avons un remarquable accord de broderie chromatique, Mi, Fa dièse, La dièse, Do dièse, sur pédale de dominante, donc, qui est ce que j'appellerais un accord de broderie absolue, car il n'a aucune fonction à quelque échelle que l'on se place. Quelques éléments de conclusion. En ce qui concerne le chiffrage morphologique, dans le domaine du chiffrage analytique, il faut, à mon avis, éviter d'utiliser le chiffrage français. Il est inefficace, compliqué et induit de nombreux contresens. Je propose donc mon chiffrage morphologique, qui est lui efficace et d'un emploi très simple. Cependant, il faut bien reconnaître que l'étude traditionnelle de l'écriture continuera d'impliquer la connaissance du chiffrage français, ne serait-ce que pour effectuer des exercices de base chiffrée donnée utilisant ce chiffrage français. En ce qui concerne le chiffrage des degrés, je propose en réalité une théorie fonctionnelle qui se situe dans la descendance de la théorie d'Hugo-Riemann. Cependant, je continue à chiffrer par degrés, car je trouve que le chiffrage des degrés est plus précis et parlant que le chiffrage par les lettres fonctionnelles. Je n'utilise les lettres fonctionnelles qu'à titre complémentaire quand on a affaire à des degrés de substitution. Par ailleurs, j'utilise un chiffrage des degrés qui différencie clairement entre chiffrage de position et chiffrage de fonction tonale. En ce qui concerne l'identification de structures comportant plusieurs accords, je pratique un chiffrage des degrés qui n'est pas d'essence individuelle, accord par accord. Au contraire, mon objectif est d'identifier et de chiffrer des structures comportant plusieurs accords, ces structures étant les cycles fonctionnels et les processus logiques. Dans ce cadre,
J'insiste sur l'importance de pratiquer un chiffrage hiérarchisé, sur 2 ou 3 lignes superposées, afin de mettre en évidence ces structures. Je vous remercie de votre attention.